Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier. Je vous propose d'écouter le témoignage de 4 femmes ayant vécu une période d'épuisement professionnel. Vous allez le voir, il s'agit de 4 histoires différentes, de causes différentes, mais elles se retrouvent aussi sur de nombreux points. Je remercie donc Margot Duplat, Mathilde Delassus, Camille Draillard et Justine Deboken pour leur témoignage. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, merci Camille, Margot, Mathilde et Justine d'avoir accepté l'invitation. Alors aujourd'hui, on va parler d'épuisement professionnel. Volontairement, on ne va pas parler de burn-out parce que c'est un terme qui est un peu galvaudé et on souhaite rester sur la thématique de l'épuisement professionnel. Alors l'objectif de ce podcast, ça va être aujourd'hui de briser le tabou de l'épuisement professionnel, de donner un portrait ou plusieurs portraits de ce à quoi ça peut ressembler, de donner des clés afin d'identifier les signes de l'épuisement aux auditeurs, de bénéficier bien sûr de votre recul, de votre expérience pour identifier des zones de risque et d'évoquer des solutions de guérison pour donner de la lumière aux personnes qui pourraient traverser ces turbulences. Alors pour commencer, ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter votre âge, la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, le poste occupé, que vous nous disiez rapidement qui vous êtes. Et je se passe le micro tout de suite pour... Voilà, j'ai gagné. Donc c'est Margot qui va s'y mettre pour commencer. Voilà, donc moi c'est Margot, je vais sur mes 38 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants de 9 et 7 ans. Je suis salariée pour la même entreprise depuis 13 ans déjà. Et aujourd'hui, j'occupe un poste de lead data analyst. Donc, c'est un tout nouveau poste que j'ai démarré là en février, après une coupure de 6 mois. Donc, je reparlerai tout à l'heure. Merci Margot. Du coup, c'est à moi. Je suis Mathilde. Alors, j'ai 26 ans. Je suis lilloise. De base, je suis chargée de communication, salariée. Du coup, je souhaite être entrepreneuse par la suite, mais pour l'instant, je suis plutôt salariée. Voilà. Merci Mathilde. Camille. Bonjour, donc moi c'est Camille, j'ai 37 ans, je suis mariée, donc 3 enfants, ancienne salariée dans les RH et maintenant à mon compte en tant qu'entrepreneur dans l'accompagnement des transitions de vie depuis 1 an. Voilà. Merci Camille. Et bonjour, je suis Justine, j'ai 36 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et 1 en cours, un petit 3e. Et j'ai travaillé pendant 13 ans dans le marketing. Et là maintenant, je suis coach professionnel et je travaille notamment avec Émilie sur les bilans de compétences et également avec des entreprises pour accompagner les salariés. Merci Justine. Écoute, moi je te propose de t'y coller pour démarrer. Justine, est-ce que tu peux nous décrire le contexte dans lequel tu as traversé un épuisement professionnel, ce qui s'est passé pour toi, nous donner un peu d'informations là-dessus? Oui, alors c'était dans mon ancienne expérience pro, donc je travaillais dans une agence de marketing. C'était ma 2e entreprise, j'avais fait 6 ans dans une première entreprise. Et là, ça faisait quelques années, ça faisait 5-6 ans que je bossais dans cette agence marketing en tant que responsable de clientèle. C'est un boulot que j'ai beaucoup aimé avant, qui me plaisait bien. C'est une entreprise que j'aimais beaucoup aussi parce qu'elle était familiale, elle était à taille humaine. Et en fait, petit à petit, il y avait de plus en plus de bas et de moins en moins de hauts. Et ça faisait quelques années que je me questionnais sur mon métier et ce que j'avais vraiment envie de faire. En fait, je sentais que j'allais pas, et je le disais, j'allais pas faire ce métier-là encore des années. Donc petit à petit, l'envie est partie. Mais j'ai continué à bosser énormément parce que j'avais besoin de travailler, j'avais besoin de bien faire mon travail, d'être investie. Et donc, je continuais à beaucoup m'investir, à faire beaucoup d'heures. Même si j'avais plus forcément cette même envie qu'au début. Et en fait, à un moment donné, j'ai senti que physiquement, mon corps me rappelait à l'ordre.
Il y a eu une période en fait où je sentais que j'avais de plus en plus de mal à me concentrer, où j'étais plus dans l'instant présent en fait, j'étais ailleurs, mais j'arrivais plus à avoir des discussions, à me concentrer sur la discussion, à être attentive à ce que disait l'autre, à avoir une réflexion. En fait, j'avais l'impression que mon cerveau tournait au ralenti. Et je le sentais vraiment, enfin j'avais l'impression qu'il fallait vraiment que je fasse un gros effort de connexion de mes neurones pour avoir une discussion, chose qui avant était naturelle en fait. Et donc ça m'a alertée déjà parce que je me suis dit qu'est-ce qui se passe, j'arrive plus en fait, je suis un peu épuisée. Et d'un point de vue comportemental, je commençais à m'isoler, c'est-à-dire que j'avais tellement de boulot que je me disais, je finis tout ce que j'ai à faire et puis j'irai me faire un café demain ou plus tard. J'irai parler avec mes collègues plus tard. Et donc, voilà, je me disais, allez, je bosse, comme ça, je finirai pas trop tard. Mais le pas trop tard, c'était quand même très tard. Et puis, le moment où les dossiers étaient bouclés n'arrivait jamais. Et donc voilà, je finissais par plus prendre du tout de plaisir ni avec mes collègues, ni dans le travail. Le plaisir était complètement parti. Et en plus, physiquement, j'étais fatiguée, j'étais pas là, quoi. Et en fait, c'est mes collègues qui m'ont alertée. À un moment donné, on est allé boire un verre. Et puis je râlais aussi. Hein. Je râlais quand même pas mal en dehors du boulot sur le fait que j'avais trop de boulot, que j'en avais marre et tout ça. Et à un moment donné, c'est une de mes collègues qui m'a dit « Mais tu devrais en parler au manager, on voit que t'es pas bien. » Et là, j'ai fondu en larmes. Et parce qu'en fait, je m'accrochais un peu au fait de réussir à passer cette étape compliquée, à être forte en fait. C'était un peu un challenge parce que comme j'ai toujours été une bosseuse et que j'ai toujours passé les moments de surcharge et j'en étais fière d'arriver à prendre toute cette charge de travail. Là, d'un coup, ça me faisait un peu mal à l'ego, en fait, hein, de devoir dire stop, j'arrive pas à gérer autant de boulot. Et donc, ça a été une vraie prise de conscience, une vraie démarche aussi. Je suis allée un peu à contre-cœur, en fait, solliciter mon manager pour lui dire j'en peux plus, j'arrive à bout. Mais j'ai eu du mal, je repoussais en fait cette échéance où j'allais devoir leur dire et m'avouer en fait plus. Ce qui m'embêtait plus, c'était de m'avouer à moi-même que je disais stop, plutôt que le dire à mon manager qui, je savais, était compréhensif en fait. Ouais, d'ailleurs, ça me permet de te poser une question, ce que j'ai observé beaucoup avec mes clients. Tu me diras, je ne suis pas tout à fait sûre que tu aies ressenti ça ou que tu aies pensé ça, mais je me permets de le soulever parce que ça arrive assez souvent. J'ai beaucoup de clients qui pensent que leur manager a une vision de la charge de travail de l'équipe. Entre guillemets, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des clients qui pensent que si leur manager leur demande de faire quelque chose, c'est qu'elles doivent le faire. C'est qu'elles doivent être en capacité de le faire. Ce qui n'est pas du tout le cas pour celles et ceux qui ont managé. En réalité, parfois, on ne sait pas nécessairement apprécier de la charge de travail de nos collaborateurs. Et du coup, l'information, elle doit venir du collaborateur qui peut nous dire à ce moment-là, ça je peux pas, ça je peux, etc. Sauf que quand on a un driver soit parfait ou soit fort, développé, important, on peut avoir tendance à penser que si on me le demande, c'est que je dois le faire. Ou alors, si je peux trouver une solution pour réussir à le faire, qui ressemble à quelque chose comme je travaille le soir, voire la nuit, voire... moi, j'ai une cliente qui, il n'y a pas très longtemps, m'a avoué faire 1 à 2 nuits blanches par mois pour rattraper son retard. Et donc, parce qu'elle pense que si on lui demande, elle doit le faire. Et du coup, j'ai un petit mantra qui est « c'est pas parce que je peux que je dois ». Parce que en réalité, oui, on peut potentiellement, si on dort plus, si on sacrifie notre vie personnelle, ça peut rentrer, sauf que c'est pas ça le deal au départ. Et donc, je sais pas si ça te parle, ce que je te propose. Oui, si, carrément. Et puis, moi, il y avait ça, en fait, il y avait déjà le fait que, je sais que j'avais du mal, et j'ai encore un peu de mal à dire non, à poser mes limites, parce que en plus, j'avais une bonne relation avec mon boulot. Donc, ça me faisait plaisir, en fait, de répondre aux missions qu'ils me donnaient. En plus, ça me nourrissait parce que je me disais, je prends des missions, donc c'est gratifiant, c'est de la reconnaissance.
il reconnaissait aussi mon boulot. Donc en fait, c'était un peu finalement... Une drogue. Ouais. Enfin, Ouais, c'est un peu j'allais dire un cercle. La reconnaissance, elle peut aussi, je trouve, avoir un côté un peu vicieux où au final, on se nourrit de ça. Et comme ils reconnaissaient mon boulot, j'avais des bons rapports avec eux, j'avais des bons entretiens. Je me disais, ok, je peux me donner en fait à 200%. Et donc, je me donnais à 200%. Et puis, ils reconnaissaient que ouais, j'avais fait une super année. Donc, je me redonnais. Et en fait, voilà, je carburais un peu à ça, comme un peu un sportif accro à la dopamine et à la sérotonine, en C'est l'occurrence. Là, j'ai bouclé mon dossier et en plus, je suis reconnue. Donc, Voilà. Et en plus, du coup, dès que... Moi aussi, je faisais souvent des nuits blanches comme ça. Et je me disais, c'est pas grave. Et ce qui prenait le dessus, en fait, c'était la fierté d'avoir réussi et puis qu'on reconnaisse mon travail à la fin. Mais c'est vrai que ce soit fort... il était bien présent aussi, pas oser dire non, stop, ou là j'en ai trop. Je voulais qu'ils s'en rendent compte, mais je voulais pas avoir à leur dire. Et c'est là l'erreur, c'est que... Ouais. Et c'est ce que tes collègues t'ont aidé à faire. C'est ça. Et en fait, c'est marrant, hein, c'est un peu, je pense, d'un point de vue comportemental, j'attendais que ça, qu'ils me disent, on t'en a mis trop, on t'en retire. Mais moi, j'étais incapable de leur dire parce que je pense que fallait que je me le dise à moi-même, en fait. Hein, et je préférais que ce soit eux qui réalisent, en fait, que oui, c'était beaucoup trop, que moi de leur dire, vous m'avez mis beaucoup... Enfin, tu vois, c'était un peu un aveu de faiblesse, en fait, pour moi. C'est ce qui fait que j'ai repoussé autant et que j'ai attendu d'être un peu au pied du mur pour leur dire. Bon, et là, entre guillemets, dans ta situation, visiblement, tu as des managers bienveillants, à l'écoute et compréhensifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Ouais. Mais, entre guillemets, là, si tu avais, toi, fait la démarche de dire avant, probablement que tu ne te serais pas retrouvée dans cette situation-là. Ce qui peut ne pas toujours être le cas, puisque parfois, on a des managers qui vont pas forcément être à l'écoute de ça, ou qui vont nous dire « Oh, mais moi, j'ai une cliente là en ce moment qui me disait, que son manager lui disait « Mais tu vas y arriver, ça va aller. » Tu vas y arriver. Et en fait, effectivement, elle y est arrivée, mais à quel prix ? Ouais. Non, ils ont été à l'écoute et ça, en plus, j'avais pas d'inquiétude par rapport à ça. Après, ça n'a pas changé beaucoup. Alors, je pense qu'aussi, moi, en disant les choses, je les ai dit aussi en demi-teinte, parce que déjà, j'avais du mal à le dire. Et que je pense qu'au fond, quelque part, j'avais pas envie qu'il m'enlève un client. Parce que ça buguait, tu sais, ça voulait dire, mais non, mais on t'enlève un client, c'est pas positif. C'est pas à la hauteur. Ouais, voilà. Donc, quelque part, je leur demandais de le faire, mais d'un autre côté, c'était hyper paradoxal. Donc, je pense aussi, dans le message que j'ai passé, je leur ai dit, mais j'aurais pu aussi être plus tranchée, voilà. Donc, ils m'ont un peu aidée, mais ça a mis beaucoup de temps, en fait, à ce que ma charge de travail baisse. Et en plus, moi, du coup, je l'ai dit une fois et je me suis dit, je le redirai pas deux fois. Hein. donc, en fait, on me retirait pas tout de suite les dossiers, ma charge ne baissait pas, mais j'arrivais pas à aller à nouveau à la charge et à dire, là, faut vraiment, parce que encore une fois, je luttais un peu contre moi-même. Et par contre, ma solution de secours, ça a été de me dire, ok, qu'est-ce qui va pas ? En fait, c'est pas tant la charge de travail, c'est plutôt que je suis plus du tout motivée par ce que je fais, j'ai plus envie, ça me fait pas vibrer le matin en fait. Moi, je suis prête à bosser beaucoup pour quelque chose qui me fait vibrer, mais là, ça me faisait plus vibrer. Et c'est là où je me suis dit, si j'ai plus envie, c'est qu'il faut vraiment que je change de boulot bientôt et où je me suis lancée dans un bilan de compétences. Super. Merci, Justine. Margot, à toi. La suite. Je me retrouve assez déjà dans ce que tu décris. Pour ma part, donc j'étais en charge, j'avais rejoint un projet dans mon entreprise, un grand projet qui était le projet informatique de l'entreprise. Donc je suis arrivée sur un nouveau poste complètement il y a 4 ans et demi où j'étais en charge de la master data client. Et ça veut dire animer une équipe d'une dizaine de personnes, être garante des règles de tout ce qui a trait au client, à sa master data, dans l'ancien système informatique et d'organiser la migration dans le nouveau système informatique. Sachant que l'entreprise, c'est
c'est mondial, il y a une dizaine de pays, on fait les déploiements au fur et à mesure. Donc, pendant qu'on est en train de préparer la phase d'après, on est sur le site d'avant pour consolider ce qu'on a déjà lancé. Enfin, le rythme était assez fou. Et je m'éclatais complètement dedans parce que j'ai très vite été reconnue pour ce que je faisais. Je le faisais très bien. Donc, c'était très, très gratifiant. Donc, pendant 2 ans, c'était le bonheur, même si je travaillais à fond. Et au bout de 2 ans, il y a eu un changement d'organisation. Et j'ai senti que je n'avais plus la même reconnaissance qu'avant. Et arrivaient en même temps les plus grosses échéances, à savoir le site de la France qui représente autant que tout ce qu'on avait déjà déployé avant. Et je me suis mis comme objectif de leur démontrer que j'étais effectivement très au-dessus de tout ce que les autres font. Et j'allais livrer avec 6 mois d'avance et former mon équipe pour qu'ils soient déjà à l'aise dans le nouveau système avant même qu'on ait appuyé sur le bouton Go, etc. Donc ça, je l'ai fait. J'ai tout fait. J'étais épuisée. J'ai eu des alertes de l'infirmerie, parce qu'on fait des bilans annuels à l'infirmerie, qui m'a dit « Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. Voyez le psychologue du travail. » J'ai vu le psychologue du travail, mais ça ne m'a rien fait du tout. Je me disais « C'est bien, donc je suis censée aller mieux. » Je participais à des sessions où on me disait « Il faut bien manger, il faut bien dormir. » Je me disais « Mais je fais déjà tout ça, donc je peux continuer à travailler. » Et au fur et à mesure, ce qui s'est passé, c'est que j'avais de moins en moins d'énergie pour le reste. Mon boulot, je le faisais toujours parfaitement, toujours très bien, parce que c'est toujours possible de mieux faire. C'est ce que je me disais. Et du coup, à la maison, je ne gérais plus rien. Je supportais plus mes enfants. Je rentrais, c'était canapé et dodo, et je me levais, j'allais travailler. Et si je me réveillais en pleine nuit, c'était pour lire mes mails pour le lendemain, pour être prête. Et il restait plus que mon boulot. On avait passé un accord avec mon mari pour que je puisse privilégier ma carrière. Je pensais que c'était provisoire, mais ce qui devait durer 6 mois a duré un peu plus d'1 an et demi. Et puis un jour, sur mon poste de travail, entre mes vacances j'avais pris des vacances en juillet et des vacances en août. Donc j'étais censée être au meilleur de ma forme, puisque c'est l'été, il fait beau, etc. On a des congés. J'étais devant mon écran et j'ai cru que j'étais en train de mourir. Je sentais que Là, je me disais, je peux plus. Je pouvais plus. J'ai posé tout le reste de mes congés à partir du lendemain. Et puis, en étant en congé, je me disais, je ne peux plus retourner travailler. J'ai besoin de au moins 3 mois. Dans ma tête, l'alerte était enfin venue en me disant, j'ai besoin de 3 mois. Donc, j'ai vu mon médecin qui m'a arrêté 15 jours. Il n'a rien compris puisque j'ai fait que pleurer pendant l'entretien. Au bout de 15 jours, je pleurais toujours pareil. Et quand on s'est revus, donc au bout d'1 mois depuis le début de la coupure, il m'a dit là il faut viser plus loin, faire des arrêts plus longs, commencer un accompagnement médicamental, commencer un accompagnement psychologique. Voilà, donc on a mis en place toutes ces démarches parce qu'au bout d'1 mois, j'avais pas avancé d'un iota toute seule, même si j'avais essayé d'aller courir, etc. J'étais plus qu'une coquille vide en fait. Je savais plus ce que j'aimais, je savais plus ce qui m'animait, je savais pas de quoi j'avais envie. Perdu. Il restait l'enveloppe de Margot, mais il n'y avait plus rien dedans. Et du coup, au fur et à mesure des mois, c'était très inconfortable comme période parce qu'on est vraiment, vraiment perdu. Et là, la petite voix qui m'a aidée, il y a eu beaucoup de petites voix parce que j'étais bien accompagnée par le médecin, la psychologue, mes proches, ma famille, mon mari, mes enfants. Franchement, ils ont tous été géniaux. Et puis, une collègue qui est responsable aussi d'une grosse équipe à Singapour, qui m'a un jour écrit, en fait, ce que tu vis là, il ne faut pas chercher le pourquoi, le comment. C'est comme un livre. Tu es dans un chapitre, tu ne sais pas ce qui arrive après, mais c'est tout, il faut continuer le chapitre. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de faire ça, un jour à la fois. Je notais ce qui m'avait fait plaisir. Et puis, j'ai continué mon chapitre sans me mettre aucun objectif. Juste, je continue le chapitre. Et puis, un jour, on retrouve l'envie d'aller travailler, l'envie d'avoir des projets. Donc, début décembre, déjà, j'avais plus d'énergie, mais moralement, c'était trop tôt pour retourner travailler. Mais en janvier, j'ai créé ma petite société de création manuelle, comme quoi ça allait vraiment mieux le moral. Et là, en février, j'ai pu reprendre. Et la chance que j'ai, c'est que j'ai repris pas sur ce projet où je m'investis trop, mais dans une équipe un peu plus stratégique pour faire de l'analyse de données. Voilà. Merci Margot pour ce témoignage émouvant. C'est touchant. Merci. Du coup, c'est mon tour. Alors, moi, c'était du coup en janvier 2021. J'ai, on va dire,
pris un poste de chargée de communication dans la fonction publique, sur Lille aussi. Alors, au début, en fait, quand je suis arrivée, donc, c'était une création de poste. On était 2 dans l'équipe, donc un collègue et moi-même. Un collègue qui était déjà présent depuis 1 an et demi, voire 2 ans. Et donc, c'était vraiment une création de poste pour moi. Alors, la première semaine, je suis arrivée, j'ai dû un peu fouiller pour avoir, on va dire, du travail. Parce que j'étais là, en fait, il n'y avait pas eu vraiment d'accueil de la part de mon manager, etc. Enfin, si, un petit accueil d'1 heure, mais c'est tout. Après, on m'a mis là dans un coin et puis je suis restée à attendre le travail, quoi, à aller chercher dans différents services pour avoir des trucs à faire, tout simplement. Donc ça, c'était la première semaine. La deuxième semaine, quand même, j'ai fait un point avec mon collègue pour savoir sur quoi je pouvais l'aider, parce que je voyais en fait que de son côté la charge de travail emplissait, et que moi j'étais là, je me suis dit il faut que je sois utile, donc je vais y aller, quoi. Les premiers signes d'alerte, du coup, moi, c'était en fait on va dire dès le début, parce qu'en fait ma première réunion, on va dire donc au bout de 3-4 semaines, ma première réunion, je suis arrivée en fait à la réunion, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Bon, j'ai pas cherché plus loin, je me suis dit bon, c'est peut-être un petit truc passager comme ça. Bon, j'ai continué à faire ma vie, les projets emplissaient toujours, continuaient à arriver toujours plus. J'étais un peu perdue parce que du coup c'était vraiment des gros projets, vraiment des gros projets. Et puis au bout d'un mois, je me suis rendue en fait à la médecine du travail pour faire cette fameuse visite médicale qui nous dit qu'on est apte à travailler. Et en fait, je suis sortie de là. Alors bon, le médecin s'est pas pointé, bon, tant pis. Du coup, moi, à un moment donné, je suis partie parce que j'avais pas que ça à faire, quoi. Je voyais, en fait, je réfléchissais déjà à ce que j'allais pouvoir faire, à ce que j'allais pouvoir dire, comment j'allais pouvoir me justifier auprès de mon manager, parce que ça faisait 1 heure que j'étais pas revenue au boulot. Enfin bref. Donc je suis sortie de là et en fait, je me suis mise à pleurer en me disant mais est-ce que je devrais vraiment continuer ? Parce qu'en fait, je me rends compte que là, ce que je fais, c'est pas vraiment en accord avec moi-même. À chaque fois que je vais en réunion, je me demande vraiment ce que je fais là. Juste Mathilde, il me semblait que du coup, ton collègue n'était pas réellement c'était pas un stagiaire ou un alternant ? C'était un alternant. Ouais, c'était un alternant, c'est ça ? C'était un alternant. Et toi, tu étais en CDD. Voilà. Et lui, c'était un alternant. Mais finalement, d'après ce que je comprends, vous étiez... d'égal à égal, seulement lui se présentait un peu comme ton manager. Si c'est un peu compris. Ça aussi. C'est un peu ça qui se passait. C'est un peu ça aussi. Et donc, et c'est cette communication qui n'était pas claire, où tu ne savais pas exactement quel était ton rôle, ton périmètre, c'était flou. Et en plus de ça, tu as une personnalité aussi qui a besoin, pour travailler efficacement, d'avoir un espace de travail calme, posé, où tu peux vraiment te concentrer. Et ce n'était pas du tout les conditions dans lesquelles tu travaillais. Donc aussi, je me permets de le dire parce qu'en fait, très souvent aussi, les causes d'épuisement professionnel ou burn-out, ce n'est pas forcément toujours une charge de travail. Bon, là, c'est le cas aussi, hein, mais ce n'est pas vraiment toujours une problématique de charge, mais ça peut aussi être un environnement de travail qui génère beaucoup de stress chez moi par rapport à la personnalité que j'ai. En l'occurrence, il y a des profils de personnalité qui vont avoir besoin d'un espace pour se concentrer. Et si effectivement, ils sont dans un couloir où il y a du bruit, on est constamment interrompu, en fait, c'est très stressant. Et c'est ça qui peut aussi générer un épuisement professionnel. Ce qui veut dire aussi que mon collègue, lui, qui n'a pas ces besoins-là, peut... ne pas du tout ressentir ce problème-là. Et c'est ça aussi, il faut bien... C'est là où se connaître est un élément important pour comprendre pourquoi là, aujourd'hui, je ne suis pas bien. Et pourquoi, en fait, on peut avoir tendance parfois à culpabiliser, à se dire, mais moi, je le vis très mal, et lui, à côté, il le vit très bien. Pourquoi ? En fait, on n'est pas pareil, on n'a pas besoin des mêmes choses. Et bien se connaître, ça permet aussi de bien choisir les endroits où on va travailler, et puis surtout de légitimer le mal-être qu'on ressent. Et ça, c'est vraiment important. Je te redonne la parole. Et derrière, et donc sur 15 jours de temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, tout s'est vu sur le physique. Je commençais vraiment à avoir mal. Déjà, j'avais des problèmes de sommeil. Je me réveillais dans la nuit aussi pour regarder mes mails. Je cogitais pas mal. J'étais énormément négative. Clairement, sur 15 jours de temps, je rentrais chez moi, je fondais en larmes. Surtout quand mon copain me disait alors, ça a été ta journée ? Et puis je pleurais, quoi. Voilà, bon.
Ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, j'avais des douleurs musculaires, donc je m'étais bloquée au niveau du cou, je m'étais bloquée au niveau du dos. Bon, donc à un moment donné, en fait, je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je prenne rendez-vous chez le médecin parce que là, ça commence à être un peu lourd tout ça. Et moi, vraiment, j'étais restée sur ce mal de dos, sommeil, même si je savais à côté, en parallèle, que je couvais quelque chose, parce qu'en fait, j'ai ma mère qui a fait un burn-out, qui a vu les signes aussi. Donc, on est plus ou moins, on va dire, sensibilisé à ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été voir le médecin avec cette idée de « j'ai mal au dos, donnez-moi quelque chose ». Et puis, quand on a un bon médecin, il va au fond des choses. Et donc là, typiquement, elle m'a dit « mais madame, pourquoi vous êtes stressée ? Pourquoi vous avez mal au dos comme ça ? Et qu'est-ce qui se passe ?» Et elle m'a dit c'est le travail. Et là, j'ai fondu en larmes. Voilà. Bon, elle n'a rien compris non plus. Voilà. Et puis, en fait, elle m'a dit mais madame, il n'y a pas de souci, je vous mets en arrêt. Et donc, moi, j'étais pas du tout dans ce truc de non, je vais m'arrêter et puis ça ira. Non, je voulais encore continuer, en fait. Ce qui fait que je lui ai dit non, mais non, j'ai encore des projets. Pas maintenant. Pas maintenant. Je me permets juste, par rapport à cette remarque que tu fais, c'est que moi, j'ai aussi constaté que beaucoup de personnes, en fait, ne veulent pas s'arrêter parce qu'elles ont peur de ne pas savoir y retourner. Mais non, mais là, si je m'arrête, en fait, ma charge de travail va pas baisser. Et donc, en fait, quand je vais revenir, ce sera pire. Donc, en fait, la projection de devoir y retourner et que ce soit la cata, quoi, fait qu'ils attendent d'être vraiment... en fait, il n'y a plus d'options possibles. J'ai le mur en face de moi, j'ai pas le choix, il faut que je m'arrête. Mais souvent, moi, c'est ce que j'ai entendu, des personnes qui angoissent à l'idée de devoir y retourner après. Et donc, je sais pas si c'est ton cas, mais... Alors... Moi, du coup, il y avait deux choses. Je voulais y retourner parce qu'en fait, c'était une notion de challenge. J'étais sur un contrat de 8 mois, et on va dire que c'est l'ego un peu qui était là, qui disait non, il faut que j'y retourne, et il faut que je leur prouve que je suis forte. Et en fait, je voulais les regarder. En fait, au bout de 8 mois, je voulais les regarder dans les yeux et leur dire non, je renouvellerai pas parce que c'est trop dur. Et vous aurez jamais quelqu'un d'autre comme moi, quoi. Donc, il y avait cette part d'ego qui disait non, il faut que j'y retourne pour leur montrer que je suis plus forte que ça et que je sais le faire. Et bon, voilà, il y avait cette part-là. Et après, donc moi, j'étais plutôt du coup dans l'arrangement, en mode réduire mes horaires de travail pour essayer d'assurer quand même quelque chose. Mais en soi, quand on réduit ses horaires de travail, le travail est toujours là. Et au contraire, on prend du retard. Donc bon, bref. Je suis repartie 2 jours parce qu'en fait, j'ai quand même voulu informer les gens et mes collègues sur la situation, pour leur dire voilà, je suis vraiment pas bien, aidez-moi. Donc j'ai été voir un peu des personnes vraiment ciblées. La première m'a dit pense à ta santé, en fait, c'est ta santé mentale qui est en jeu. Donc fais quelque chose, mais reste pas comme ça parce que ça va pas t'aider. Donc ça, c'était première chose. Deuxième chose, pareil, une collègue qui m'a dit mais oui, pense à ta santé. Et donc après, quand même, j'ai été voir mon manager parce que bon, c'est important qu'il sache. Et en fait, il m'a dit mais il faudrait pas que ça se sache. Voilà. Donc après ça, je me suis dit ok, je vais me mettre en arrêt parce qu'il faudrait pas que ça se sache. Donc, tant pis. Et donc le lendemain, à 6h du matin, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour 18h. Et puis je suis partie et j'ai dit non, j'y retournerai pas. Et puis en fait, du coup, 15 jours se sont écoulés. J'avais pas envie d'y retourner. 15 jours encore se sont écoulés et puis on a vu que ça allait pas, que du coup, parce que forcément quand on a été sur une suractivité comme ça et qu'on s'arrête d'un coup, on a tendance à culpabiliser déjà parce qu'on se dit on n'est pas là et donc les collègues ont peut-être besoin. Et puis en plus moi j'avais mon collègue du coup à côté qui me sollicitait aussi par message, voilà, qui m'a appelé des fois, voilà. Donc ça rajoute aussi un stress et une culpabilité. Et puis un mois encore s'est écoulé et puis après je me suis rendu compte qu'en fait je voulais plus y aller et que mettre des arrêts sur arrêt c'est bien, mais on a toujours peur que le médecin en face de nous dise non, en fait il va falloir que vous y retourniez quand même peut-être, et donc on est un peu là entre deux chaises, en mode j'ai pas envie d'y aller
mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que j'y retourne, mais j'ai pas envie. Et donc, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un médecin qui m'a dit, il n'y a pas de souci, de toute façon, votre contrat, c'est un contrat de 8 mois, donc on va faire arrêt sur arrêt, et puis c'est tout, et puis voilà. Et puis, vous y retournerez plus, de toute façon, c'est contre-productif, je peux pas vous laisser retourner comme ça. Et du coup, j'ai eu cette chance-là d'avoir un médecin comme ça. Donc ça... Super. Et puis après, pour m'en sortir, entre guillemets, j'ai mis en place du coup un suivi, on va dire, médicamenteux qui m'a permis de m'apaiser parce que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un quand même de très anxieuse. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément appris à on va dire, me connaître. Parce qu'effectivement, je suis quelqu'un d'introverti et en fait, c'est ça le propre aussi de la communication, c'est que on nous dit en fait quand on est dans les études, etc., que il faut être extraverti pour être communicant, alors que non en fait. Parce qu'effectivement, la communication, c'est faire des événements, etc. Donc ça nécessite d'être sociable et d'être à l'aise, on va dire, avec tout le monde, d'avoir la tchatch, comme on dit. Mais en fait, non, on peut être introverti et être communicante aussi, c'est pas... Non. Et donc, je me suis rendu compte que j'étais effectivement introvertie et qu'il fallait que j'apprenne à me connaître pour avoir un environnement, on va dire, autour de moi qui est stable, apaisant et calme. Et que c'est ça aussi le problème, c'est que quand donc j'ai fait mes études, mais après ça, en fait, je me suis jamais réellement posée pour me dire, voilà, dans quelle structure je veux aller, quelle structure me fait vibrer. Qu'est-ce qui aujourd'hui me motive et surtout qui je suis en fait, voilà. Et en fait, j'ai jamais réellement fait ce travail-là depuis mes études et même avant. Donc voilà, et du coup, j'ai mis aussi en place un accompagnement psy et aussi un bilan de compétences parce que c'est vrai que je suis sortie de là, j'étais un peu perdue. Je savais pas honnêtement si la communication s'était fait pour moi. Donc voilà, globalement. Merci Mathilde. Camille, à toi. Alors, pour ma part, après la naissance de mon deuxième enfant, je fais une rupture conventionnelle avec l'entreprise dans laquelle j'étais parce que ça faisait 4 ans que j'y étais et que je commençais à m'ennuyer. Je m'ennuie assez rapidement et facilement et c'était un peu loin de chez moi. J'étais en région parisienne à l'époque. Et donc, voilà, je quitte cette entreprise. Donc, je suis au chômage et je cherche un poste en RH. Et là, je trouve la pépite. Le poste de responsable, manager, équipe de 3 personnes, super salaire. Je dis, allez, banco, j'envoie mon CV. Et je me dis, je vais quand même essayer de tenter le 80% parce que j'avais très envie de pouvoir m'occuper de mes enfants le mercredi. Je tombe sur une super DRH, l'entretien, comme si on se connaissait depuis des années. À la fin de l'entretien, on va boire une bière. Ok, allons boire une bière. Improbable. Là, je me dis, c'est pas possible. C'est extraordinaire. Et donc, je lui parle évidemment de ce 80%. Elle sait que j'ai 2 enfants en bas âge. Elle me dit, pas de souci, on part là-dessus. Ok, on commence quand ? Septembre, impeccable, rentrée scolaire, juste après. Enfin bref. Lettre au Père Noël. Ah oui, c'est ça. Du pain béni. Je me dis, incroyable. Et en plus, la rémunération était la même, que ce soit à 100%, 80%, donc ça n'avait même pas bougé, quoi. Incroyable. Donc, je commence, hyper challenging, de belles missions. J'ai une équipe que je manage qui est vraiment très sympathique, une super chef. On sort, on se fait des restos, on rigole. Moi, j'aime beaucoup rigoler, notamment en entreprise. Enfin, j'adore ça. Moi, je suis très blagueuse, voilà. Rien à dire. Et puis, petit à petit, la charge est vraiment de plus en plus présente. Je vois des petits regards quand je pars du bureau à 18h. Non, je me cache limite, je pars en courant. Non, c'est pas moi, c'est une autre personne qui s'en va à cette heure-ci. J'arrive le matin vers 8h30. Et là, l'entreprise est rachetée par une grosse boîte. Bon. Pour l'instant, rien ne change dans mon périmètre, sauf à un moment donné où ma patronne vient me voir et me dit faudrait que tu ailles à une réunion là-bas. Bon, j'y vais. Très bien, hyper intéressant. Je comprends pas trop pourquoi j'y vais. Mais bon, j'y vais. Je reviens et là, j'avais pris un taxi et je me mets à pleurer dans le taxi parce que je comprends en fait qu'on va me demander, en plus, de gérer toute la communication interne France.
j'étais déjà quand même assez chargée. Il faut savoir que les mercredis où j'étais censée ne pas travailler, évidemment, je travaillais un petit peu de chez moi, que je ressentais beaucoup de culpabilité quand j'avais un enfant qui était malade et que je demandais à faire du télétravail. Le petit texto du matin, mon fils a la varicelle, je vais devoir travailler de la maison. D'accord, ok. Bon. Et vraiment beaucoup de culpabilité et vis-à-vis de l'entreprise, de ne pas pouvoir m'impliquer encore plus, parce que voilà, j'ai toujours eu des super entretiens, comme Justine, hyper bon entretien. On propose des augmentations dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Enfin, vraiment, beaucoup de reconnaissance du travail que je faisais, mais de mon côté, impossible de mettre des limites. Très difficile de dire non, voire impossible de dire non. Donc toujours oui, sauf que Camille, à force de dire oui, le matin, elle pleure avant d'aller au travail. Elle rentre le soir, elle pleure, elle est agressive avec son mari, ses enfants. Enfin bref, j'étais absolument crevée. La nuit, si on peut appeler ça des nuits, à se réveiller. Ouais, c'est ça, la nuit tombe. Ok, moi non. Si je me reconnectais à mon ordinateur, finalement, pour regarder s'il n'y a pas des choses qui seraient passées à la trappe pour le lendemain ou le reste de la semaine. Donc voilà, se reconnecter vers 21h, quand tout le monde est couché. Et puis mettre des post-it aussi, les petits post-it, parce que j'en avais marre de me réveiller la nuit avec le cerveau où j'avais l'impression, si tu veux, que c'était machine à laver, mode essorage 1400 tours. Donc ça tourne, et en fait, tu peux pas te rendormir en fait. Enfin, je pouvais pas me rendormir. Donc la solution que j'avais trouvée, c'était de mettre des post-it sur ma table de nuit. Et comme ça, quand je me réveillais la nuit, paf, tac, 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 je notais. Bon, comme ça, tu vas pouvoir te rendormir, ça va être bien. Tu t'oublieras pas ça. Incroyable. Et t'avais des post-it, non, je les prenais au bureau du coup, tu vois. Je les mettais dans ma pochette. Et puis pochette du bureau, comme ça, voilà. Hop, n'oublie pas ça dans ta to-do. Voilà, donc ça continue comme ça, quelques semaines, quelques mois. Je pleure de plus en plus à la maison, je suis de plus en plus agressive, de plus en plus à dire, à râler, mais pour tout. Et puis, je me dis, mais en fait, à un moment donné, je me dis, mais en fait, c'est ça la vie, Camille ? Est-ce que c'est ça ? Tu vois pas tes gamins, tu vois pas ton mari, toi qui fais beaucoup de sport, voilà, j'adore courir. En fait, c'est quoi ta vie ? C'est métro, boulot, demi-dodo. Waouh ! J'avais quel âge ? À l'époque, j'avais 32 ans. Et ça va être long. Ça va être long jusqu'à la retraite. Parce que c'est vrai que c'était un magnifique poste. Et la voie était tracée. Vraiment, c'était... j'allais rester dans la région parisienne avec un super poste de DRH. Ça allait être extraordinaire et fabuleux. Plein d'argent. Mais en fait, non, quoi. Et donc, à force de tout ça, je vais voir le médecin parce que je sens que c'est vraiment juste. On est sur vraiment la pente glissante. Il me dit, Camille, arrêt, antidépresseur. Je sors de là, je dis, non. Camille, elle doit être forte. Camille, c'est pas une feignante. Et ça fait partie de ma culture aussi, que le travail est dur. Je suis née là-dedans, dans cette vision que le travail, ça doit être difficile. Donc, si tu prends des antidépresseurs et que tu es en arrêt, Camille, c'est que tu es une feignante. Donc non. Donc j'ai pris les antidépresseurs, je les ai foutus à la poubelle, parce que j'étais quand même allée à la pharmacie pour les prendre au cas où. Tu vois, on ne sait jamais. Non, je les jette à la poubelle, je prends l'ordonnance de l'arrêt de travail, je dis non, allez, terminé, on y retourne, c'est un petit coup de mou, une bonne nuit de sommeil, un petit apéro, 2-3 post-it. Et voilà, et ça ira bien, et ça va y aller. Bon, donc je continue comme ça. Et puis, vraiment, ça devenait trop difficile. Et donc, le moyen que j'ai trouvé, ça a été la fuite. On a eu l'opportunité avec mon mari de quitter la France. Improbable. Et ça a été ça qui m'a sauvée. Parce que, étant incapable de poser des limites, étant incapable de dire non, ne supportant pas le conflit, du coup, cette option s'est présentée à nous. Et donc, nous avons quitté la France pendant 2 ans. Faut savoir quand même que dans cette boîte, quand j'ai posé ma démission, donc ça a été vraiment tomber des nues, mais attends, tu devais faire ci, là. Ouais, j'avais 3 mois de préavis. Et le moment où j'ai quand même posé
C'était quand même assez cocasse. 2 jours avant mon départ en Polynésie. Donc, il faut savoir que j'avais vidé tout mon appartement, que j'avais plus de meubles, que la caisse maritime était venue chercher toutes nos affaires. Les valises étaient prêtes. On avait 7 valises de 30 kilos qui contenaient toute notre vie. Et là, ma boss me dit à 18h, non, faut qu'on voit ce dossier-là. C'était le mardi soir. On prenait l'avion le jeudi à 6h du matin. Faut qu'on termine ce dossier-là. Je dis, non, mais j'étais sérieuse, là. En fait, je démissionne. J'ai démissionné. Je te rends les clés de mon bureau demain soir. Elle m'a dit, il en est hors de question. Tu viens, tu restes ici. Même si c'est jusqu'à 20h, ça sera jusqu'à 20h. Si c'est 22h, jusqu'à 22h. J'ai dit, tu sais quoi ? J'ai dit, regarde-moi bien. J'ai pris mon ordinateur. J'ai pris les clés. J'ai jeté tout sur son bureau. J'ai dit, demain, je serai en arrêt de travail. Et je n'y suis jamais retournée. Bon, j'ai quand même eu mon solde de tout compte. Ça a été chaud, mais... j'ai quand même eu mon solde. Mais poussée à bout, en fait. Incapable de dire stop, quoi. Bah là, visiblement, là, si. Si, mais parce que j'avais... Là, on sentait qu'il y avait un peu de retenue avant et que là, il a fallu tout lâcher. tout La sortir. cocotte minute, tu sais qui est pap, et quand elle explose, elle explose. Mais je ne pense pas que ça serait arrivé si j'avais pas démissionné avant. Je ne pense pas. Voilà. Et donc, ces 2 ans d'expatriation m'ont permis vraiment de me poser des questions sur qui j'étais, qu'est-ce que je voulais dans la vie, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce qui me faisait vibrer. Parce que, oui, le poste, je l'aimais beaucoup, mais je sentais quand même, entre les débuts, 15 ans avant, et l'évolution du métier, ne correspondait vraiment, plus vraiment aux valeurs que je prenais, à mes valeurs, quoi, aussi. Et de ce fait, je me suis questionnée beaucoup sur ma vie, qui j'étais, mon chemin, et qu'est-ce que je voulais de ma vie. Voilà. Et tu es revenue et... Je suis revenue et... et je suis revenue et je suis arrivée dans le Nord. Et donc, je cherchais une garde pour ma 3e petite. Donc, je n'ai pas pu rechercher tout de suite un travail. J'avais quand même beaucoup cheminé sur je pourrais me former à ça, ça pourrait être cool. Bon. Et puis, malgré tout, on va peut-être essayer une dernière fois dans les ressources humaines. Quelle terrible erreur. 80% également, mais alors là, pire que tout, parce que vu que j'étais responsable en plus des payes, si tu veux, il fallait que les mercredis de fin de mois, déjà, c'était au bureau, et que je ne pouvais pas prendre de congé tous les fins de mois. Ok, concept intéressant, donc c'est sympa pour l'été. J'avais négocié avec eux, mon entrée était faite en mai ou juin, je ne sais plus, c'était après le premier confinement, que je pose 3 semaines de congé, parce que j'avais déjà programmé les choses. Bon, en fait, j'ai dû travailler pendant mes congés, recevoir des appels téléphoniques à 18h, je ne me même plus les heures, quoi, improbable, des mails en pleine nuit, pense à ça, surtout pense à ça, n'oublie pas ça demain. Et aussi, chose importante, c'est que le premier jour de mon entrée dans l'entreprise, le patron vient me voir et me dit « Camille, tu vas me prévoir un plan de licenciement économique. » Et donc, bon, j'avais déjà beaucoup réfléchi sur mes valeurs, sur l'évolution du métier. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est un signe que c'est plus fait pour moi, ce job. Et là, non, je dis non, c'est pas possible. Donc, j'ai tenu 3 mois, à peu près. Et j'ai négocié. Parce que, pareil, j'étais repartie en pleurant le matin, pleurant le soir, à dire à mon mari... Je ne vais jamais m'en sortir, c'est pas possible, c'est reparti comme en 40, je n'en peux plus, je peux plus de cette vie de salarié, de pression, parce que je pense que cette pression, je me la mettais aussi à moi-même, ce n'était pas forcément qu'une pression de l'entreprise. Et du coup, j'ai quitté cette boîte après 3 mois, et du coup, j'ai enfin construit mon projet pro actuel, voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage aussi, fait avec beaucoup d'humour, effectivement. On a passé un bon moment à t'écouter. Je te confirme. Donc voilà, avec vos 4 témoignages, on voit que vous avez toutes les 4 vécu différemment. Enfin voilà, pour certaines, c'était vraiment une lassitude du métier. Pour d'autres, c'était une problématique aussi beaucoup relationnelle et de contexte de travail qui était problématique. Pour certaines, c'est un surinvestissement professionnel, mais passionné, mais effectivement, ce
qu'on voit quand même chez toutes les quatre, c'est une problématique peut-être à se mettre des limites et à mettre de limites à l'entreprise. Aujourd'hui, vous en êtes où sur ces limites-là ? On a pu échanger avec Justine et tu me disais, avant qu'on démarre l'enregistrement, que tu avais observé presque un trauma chez toi et que du coup, ça avait déclenché des comportements que tu as découverts récemment. Partage-nous ça. Ouais, j'ai pas de TOC, ça va. Non, en fait, je me suis rendu compte, donc comme je disais, je me suis toujours beaucoup investie dans mes boulots et je travaillais longtemps et j'empiétais beaucoup sur mes soirées, sur mes nuits parfois, peu sur mes week-ends, mais ça arrivait. Et en fait, après cet épisode, cet épuisement professionnel, donc j'étais en congé maternité un moment. Et je me suis lancée aussi en indépendante, en coach professionnel. Et je me rendais compte que j'étais très tranchée sur la séparation entre le pro et le perso et le temps que j'allouais au pro. C'est-à-dire que moi qui n'ai jamais compté mes heures, là je me disais non mais là j'ai dit qu'à 18h ou 17h30 j'arrêtais pour chercher mes enfants, donc j'y vais bien sûr. mais après j'aurais pu, il y a quelques années, je me serais reconnectée après. Tandis que là je me dis non, je ne veux pas me reconnecter et je me disais tant pis, je le gérerai demain à 8h30. Alors, c'est pas mal, mais c'était dans ma tête très tranché et je me suis en fait rendu compte que c'était un peu j'avais tellement peur de me laisser bouffer à nouveau par le pro, que ça empiète trop sur ma vie perso, que vraiment je mettais un point d'honneur à ce que ça déborde pas et que limite ça m'aurait rendu malade de travailler un soir tard pour ma propre activité. Alors que c'est quelque chose qui me plaisait et qui me motivait, qui me donnait envie. Mais en fait, j'avais tellement donné avant que j'étais plus prête du tout à donner la même chose, même pour un projet qui me plaisait. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait accepter ça, à un moment donné, qu'accepter que ça allait prendre du temps, en fait, avant de de me réparer de cet épisode, à ce sujet. Et petit à petit, là, c'est revenu. Ça commence à revenir, en fait, où je me sens capable, en dehors de mes créneaux de travail, de me remettre à bosser avec plaisir et sans que ça soit anxiogène, en fait. Et donc, c'est vrai que ce que je dirais, c'est que ça prend du temps, en fait. Ça engendre quelques traumas et que ça prend du temps avant de partir. Et puis, c'est tout, c'est normal. Et je pense aussi, c'est dans la recherche d'équilibre. Et avant, j'étais trop côté pro. Là, j'ai eu besoin d'être beaucoup côté perso. Et maintenant, j'arrive un peu plus à jongler entre les deux. Ouais, et puis j'imagine, effectivement, ton cerveau a bien identifié que, entre autres, travailler en dehors des clous, notamment dans ta vie privée, de tout mélanger, ça avait généré chez toi beaucoup de souffrance, entre guillemets, enfin un beau gros shoot de cortisol, de noradrénaline, enfin il a associé ça au contexte. Et du coup, aujourd'hui, en protection, quand tu te trouvais à répondre à un message ou quand tu t'aurais pu répondre à un message en dehors des clous, là, alerte, quoi. Quelque part, il est là pour te protéger. Et donc, il a fait une petite mayonnaise de tout ce qui s'est passé. Et il faut qu'il puisse reprendre tout doucement, effectivement, comme tu dis, confiance en tout ça. Moi, je l'observe aussi avec mes clients, c'est que quand ils viennent me voir, qu'ils ont vécu un épisode traumatisant, soit d'épuisement professionnel, de harcèlement, ou qui a généré un arrêt et en fait, après, ils savent plus faire le détail entre est-ce que c'est ma mission, c'est ce que disait Mathilde tout à l'heure, est-ce que c'est mon métier qui pose problème, est-ce que c'est les conditions d'exercice, est-ce que c'est la relation managériale. En fait, ça a été tellement de souffrance que le cerveau, il sait plus faire le point là-dessus et il met tout il fait une petite soupe de tout ça, quoi, et puis il va jeter le bébé avec l'eau du bain. Et c'est vrai qu'après, l'accompagnement permet justement d'identifier, de comprendre,
c'est de là que ça vient, et donc de décorréler parfois, pas toujours, parfois il y a vraiment une problématique métier, valeur, etc. Mais parfois pas du tout. En réalité, c'est un manager compliqué avec lequel j'ai eu une mauvaise relation, qui a généré beaucoup de stress, d'angoisse. Du coup, en fait, et c'est pas le métier en tant que tel, parce que en réalité, pendant 10 ans, je l'ai exercé avec passion. Aujourd'hui, si je repense à tout ça, je comprends que non, c'est pas le métier qui pose problème. Mais à ce moment-là, pour le cerveau, c'est vraiment flou d'identifier ça. Donc je pense que dans ton cas, c'est un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un contexte anxiogène, je ne veux plus du tout le reproduire, donc alerte quand je suis potentiellement confrontée. Camille, ça te parle aussi, ça, parce que quand on a échangé, tu me disais que l'idée de retourner en entreprise, c'était quelque chose de compliqué pour toi. Ah oui, complètement. Aujourd'hui, je ne l'envisage pas une seconde. Si ça doit arriver, ça arrivera. Mais aujourd'hui, je ne suis pas prête, pas du tout. Parce que ma liberté actuelle est hyper importante et je ne veux pas la perdre. Et j'ai l'impression qu'en retournant en entreprise, à devoir justifier des horaires de travail, même si on est cadre au forfait finalement, parce que c'était mon cas, je devais quand même malgré tout justifier des départs potentiels à 17h30 ou 18h, qui étaient beaucoup trop tôt par rapport au rythme dans l'entreprise. J'aurais l'impression de me retrouver en prison, en fait, en retournant en entreprise. Margot, est-ce que tu as trouvé des solutions pour mettre des limites ? Alors, je suis en apprentissage. Voilà, donc j'ai la chance d'avoir repris en février, mais à 50% en mi-temps thérapeutique. À partir de la semaine prochaine, je serai à 80%. Et autant je ne ressentais plus rien avant mon arrêt. Je ne savais pas que j'étais stressée. Enfin, je savais que j'étais fatiguée, stressée, mais la base, jusqu'à ce que ce soit le trou noir. Autant maintenant, je ressens beaucoup plus les choses. Et donc, je me suis listée a posteriori des signes qui montrent que ça ne va pas. Par exemple, il y a des choses toutes bêtes, mais si je ne sais pas faire de pancakes à mes enfants, c'est que ça ne va pas. Quand je suis extrêmement irritable, j'ai vraiment l'impression d'être un dragon à la maison. Enfin, voilà, c'est un signe. Je faisais des cauchemars très violents. Enfin, manger sans faim, mais même à déborder. Voilà, j'ai des petits signes comme ça, ou des sentiments de rancune. Enfin, quand je commence à devenir, à jalouser ceux qui ont moins de travail. Enfin, je me dis tout ça, c'est des signes pour moi en tout cas. J'avais tout ça quand ça n'allait pas, je m'en rendais pas compte. Donc maintenant, si j'ai des symptômes comme ça, je me dis, oulala, attention, il faut, du coup, je me suis aussi listée, qu'est-ce qui me ressource ? J'ai pris plein de notes. Et du coup, qu'est-ce qui me ressource ? Aller marcher, dormir, lire, des choses comme ça. Voilà. Mais après, j'ai toujours beaucoup d'enthousiasme pour mon travail. J'ai déjà réouvert l'ordinateur l'après-midi, même si ça devait être que le matin, mais je me suis mis comme limite que dès que je sens que je fatigue, que j'arrive moins à me concentrer, c'est tout, c'est que c'est stop, mon corps il suit pas. Et donc là, tu penses que en fait, est-ce que tu avais la sensation de ne pas savoir dire non, ou c'est plutôt de ne pas vouloir dire non ? Pas vouloir dire non, parce que c'était... Ouais. Je m'auto-motivais. Les objectifs, c'est moi qui les fixais. J'étais au-dessus des objectifs du projet, enfin voilà, donc c'est à me dire non qui est difficile. Maintenant... mon corps me parle et il faut que je l'écoute. Oui, donc t'as pas à devoir dire non à l'extérieur, à refuser des projets. C'est plutôt toi, effectivement, quand tu observes que ça va pas, je referme l'ordinateur, je vais marcher, je fais autre chose, je prends du temps pour moi, pour pas glisser dans la spirale dans laquelle t'étais. Et là, tout bêtement, ce matin, j'étais en télétravail, donc j'ai fait 4 heures d'analyse non-stop parce que voilà, j'arrive à me concentrer des heures et des heures sans problème. Sortie de là, j'étais complètement hagard et je me dis, c'est trop. Pour mercredi prochain, en télétravail, tu te mets 10 minutes de pause à rien faire. Pas parce que les enfants viennent te montrer les devoirs, mais pour faire un café. Voilà. Donc, je suis en apprentissage. Tu t'autodisciplines. Moi, j'aime pas le terme discipline, ça fait contrainte, mais je trouve que c'est plutôt une méthode plus sereine, où j'essaye au quotidien, à mesurer ce qui me fait du bien, quand est-ce que ça va pas, et puis essayer de corriger ça. Voilà, je m'écoute.
Mathilde, est-ce que tu as identifié des stratégies ou comment tu gères les limites, le non aujourd'hui? C'est un apprentissage de tous les jours. Bah ouais, c'est un apprentissage de tous les jours. Pareil, j'ai repéré des signes du coup. Moi, je sais que quand j'ai mal au dos, c'est qu'il y a un problème. Quand j'ai mal au cou ou à l'épaule ou ce genre de choses, pareil, c'est qu'il y a un problème. Je me fixe aussi. Après, je sais que je suis meilleure. Enfin, je travaille mieux le matin. Donc, bah, j'y vais tôt, on va dire. Et puis, vers 16h30, 17h, je sais que de toute façon, mon cerveau ne suivra plus. Donc, je m'en vais et c'est tout. Et c'est comme ça. Et après, bon, j'ai la chance d'être là aujourd'hui dans une entreprise qui accepte ça. Et c'est super, tant mieux. Il n'y a pas beaucoup forcément d'entreprises qui l'acceptent. Mais voilà. Après, j'ai pas spécialement de stratégie. C'est bien se connaître. Et voilà. Moi, donc, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce que je peux que je dois. Alors moi, personnellement, petit aparté, parce que j'ai pas rencontré l'épuisement professionnel. Par contre, j'ai rencontré l'épuisement maternel, et bien, comme il faut. J'ai 4 enfants, mais c'est pas vraiment au 4e enfant que j'ai rencontré l'épuisement maternel, c'est au 2e. Donc c'est pas forcément lié au nombre ou à la quantité. En fait, c'est vraiment à nouveau, je pense, une posture qu'on a, nous, et qui génère ça. Je pense que, comme vous, en fait, moi, quand j'ai eu mon 2e enfant, en plus, à ce moment-là, mon mari était très souvent pas là, entre guillemets, donc j'avais beaucoup... je me sentais un peu seule dans la responsabilité d'accompagner mes enfants. Et j'avais un soi parfaite XXL, donc je voulais être la super maman, celle qui fait des petits pots, celle qui est toujours présente, qui leur fait faire des super activités, qui leur lit des livres, enfin une pression terrible. Et donc, là, j'ai bien rencontré l'épuisement l'épuisement maternel. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de comprendre, déjà de m'écouter, à nouveau, de faire des choses pour moi. Enfin, ça a été vraiment essentiel. Et au plus j'ai d'enfants, au plus c'est nécessaire. Et au plus j'avance, au plus je sais le faire. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Après, ils sont plus autonomes. Donc c'est évident que c'est plus facile aussi quand les enfants grandissent. Mais la phrase « c'est pas parce que je peux que je dois », moi, je l'ai inscrite dans mon cerveau régulièrement parce que et je pense que elle est valable dans le pro, enfin, elle est valable tout le temps parce que je sais que j'ai un driver fait plaisir qui est très fort, j'ai un driver aussi fait effort et un soi parfaite, les 3, la totale. J'ai pas le soi fort encore, donc voilà. Mais les 3, je les ai, et c'est vrai que quand par exemple il fallait emmener un enfant chez le médecin parce qu'il était malade, de facto je considérais que c'était ma responsabilité. Et quand il m'est arrivé d'avoir une contrainte professionnelle vraiment qui bloquait cette action, j'ai demandé à mon mari plusieurs fois est-ce que tu peux prendre le relais, et je me souviens une fois il m'a répondu ça m'arrange pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de c'est pas parce que je peux que je dois, parce que je me suis dit mais moi, ça m'a jamais arrangé, en fait, d'emmener un enfant chez le médecin. Enfin, ça n'a jamais été une partie de plaisir. Mais, et en fait, accepter l'inconfort de l'autre, ça a été pour moi extrêmement important, parce qu'avec mon fait plaisir, en fait, j'avais tendance à me sacrifier en permanence. Voilà. Et donc, toutes les tâches pas agréables, à considérer que comme l'autre, pour pas le déranger, pas l'embêter, pour lui faire plaisir, je les prenais sur moi. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire. Je considère qu'il n'y a pas de raison que ce soit moi qui gère les choses désagréables à 100%. Il y a beaucoup plus d'équilibre, mais c'est d'abord parce que moi, j'ai changé de mindset. Donc, je pense que dans l'entreprise, à nouveau, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les managers qui me demandent. C'est pas parce que je peux, parce que, en fait, globalement, il y a une solution, je peux la trouver, c'est-à-dire pas dormir, par exemple, que je dois le faire, en fait. Et ça,
cette phrase-là, si elle peut vous aider, les personnes qui écoutent, je vous la conseille. Oui, alors il y a quelque chose aussi dont on n'a pas parlé pour le moment, c'est la solitude et les émotions qu'on peut ressentir lorsqu'on est dans le creux de la vague, dans la difficulté, des émotions potentiellement de honte, de culpabilité, qui ont tendance à nous isoler. Est-ce que vous avez ressenti ça ? Oui, complètement. Comme je le disais tout à l'heure, je viens d'une famille où dans l'éducation, le travail doit être dur, c'est difficile, on doit en chier dans la vie, c'est comme ça. De ce fait, quand moi j'étais vraiment en épuisement, je me suis beaucoup isolée. C'est-à-dire que j'envoyais plus de messages à mes potes, on sort plus. On n'en parle pas parce que moi j'avais honte en fait. J'avais honte de dire que je suis fatiguée. Parce que en fait, est-ce que je suis plus fatiguée que quelqu'un d'autre ? Non, pas forcément. Donc pourquoi je me plaindrais ? Donc vraiment, pour ma part, c'était la honte que je ressentais, la honte de se confier, la honte de dire que ça va pas, parce que évidemment j'ai un soi fort qui est très très, et un ego aussi qui est assez fort, assez présent. Et du coup la honte quoi. La honte. Si je dis que ça va pas, c'est que je suis quelqu'un de faible. Et non, on ne peut pas dire que ça ne va pas. Moi, j'ai vécu aussi ces émotions assez négatives. Surtout en étant en arrêt, je culpabilisais pour le trou de la sécu, pour mes collègues qui continuaient à travailler. La honte de dire à tous les gens qui sont autour, qui sont en activité, moi, je fais rien. Et je ne sais même pas comment faire quoi que ce soit. Donc, j'avais, au début de l'appréhension pour en parler. Après, j'ai choisi les gens avec qui j'en parlais ou pas. Et il y a un matin, ça devait être en octobre, devant l'école, il y avait une maman qui était là et qui venait de déposer sa fille. Et puis je l'ai regardée, son regard m'a interpellée. J'ai dit, comment tu vas ? Et là, elle a vidé son sac. Elle dit, je suis en arrêt depuis mi-juillet, ça va pas au niveau boulot. Et elle avait l'air au fond du trou et je lui ai dit, la même chose, mais depuis mi-août. Et puis après, on a pris un rendez-vous marche où on a papoté, on se voyait une fois par semaine. Voilà, donc c'est des émotions désagréables, mais après, si on choisit les personnes avec qui on en parle, ça fait du bien. Ouais, mais du coup, il y a des fois, tu vois, t'es confronté à des... Par exemple, moi, je pense à ma famille. Effectivement, j'ai grandi aussi dans ce truc de, le travail, c'est dur. Il faut y aller à la mine, voilà. Et là, à un moment donné... On est obligé de le dire à sa famille parce que il voit bien que je fais rien, je suis en arrêt et que je ne travaille pas. Et là, si je prends l'exemple, on va dire, de mon frère, c'était mais tu vas pas rester là comme ça. À un moment donné, il va falloir que tu y retournes quand même, parce que pour lui, en fait, dans sa tête, il y a qu'un modèle de travail, c'est-à-dire le salariat. Alors que non, et c'est ce que m'a permis de découvrir cette phase aussi, c'est que non, il y a plein de modèles possibles et que en fait c'est trouver son modèle à soi qui nous correspond à nous. Donc voilà. Ouais, et donc en tout cas d'en parler, Margot, tu nous confirmes que ça t'a libéré d'un poids. Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait d'avoir cette amie avec qui parler? C'est le fait de ne plus se sentir seule, d'avoir une nouvelle amie. J'étais super contente, je l'ai raconté aux enfants. C'est une nouvelle copine. Et puis d'en parler à mes parents, ça m'a fait du bien aussi. J'avais de l'appréhension de leur en parler parce que ils ont toujours travaillé. Mais encore une fois, j'ai de la chance, ils sont jeunes retraités. Donc ils ne m'ont pas fait de remarques sur le fait que je ne faisais plus rien, puisqu'ils ne faisaient plus rien eux-mêmes. Sauf qu'ils prenaient des vacances en plus. Mais d'en parler, on se sent moins coupable en fait. Ça enlève la culpabilité, je trouve. Ouais, et puis en fait, quand on commence à en parler, c'est un peu comme tout, d'ailleurs, quand on veut un enfant et qu'on commence à en parler, on voit des femmes enceintes partout. Mais quand on commence à parler de ça, on se rend compte que beaucoup de personnes sont passées par là, ou passent par là, ou connaissent quelqu'un qui est passé par là. Enfin, finalement, ça arrive énormément. Et c'est vrai que ça permet au cerveau de se sentir beaucoup mieux. En fait, on sait que dans les thérapies et les thérapies de groupe, 50% de la guérison vient du groupe parce qu'en fait, on ne se sent. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne se rajoute plus la surcouche de jugement je suis pas normale, je devrais pas être comme ça, c'est pas normal que je réagisse de cette manière-là, je devrais être plus fort, je devrais prendre du recul. Enfin voilà, ça pèse beaucoup dans la balance. Et quand on est entouré
entouré de personnes effectivement qui vivent la même chose, ben, on se sent plus normal et le cerveau va mieux. Et rien que ça, c'est un élément de guérison. Donc, se sentir entouré, c'est vraiment important. Donc, vraiment, si vous observez que vous avez tendance à vous isoler, eh ben, essayez de trouver une solution, une alternative, celle qui vous convient le mieux pour sortir de cet isolement. Ah oui, autre chose aussi. Alors, vous n'en avez pas parlé, mais je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez rencontré. Et moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent avoir alerté. Alors, alertouillé peut-être, comme Justine. Donc avoir dit c'est dur, voilà, et avoir eu la sensation de ne pas être entendu. Alors ce que j'ai souvent observé, le problème souvent, c'est qu'en fait, effectivement, ces personnes disent ça va être difficile. Alors de quelle manière ils le disent, ça point d'interrogation, mais surtout, ils disent que ça va pas être possible, mais ils font quand même. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que en réalité, ça va décrédibiliser le discours. Si je dis c'est pas possible, mais que je fais, à la fin, en fait, la personne qui vous écoute, elle va considérer que, en fait, ce que vous dites, c'est pas la réalité, que vous en faites des caisses, que vous avez toujours tendance à vous plaindre, mais qu'au final, vous savez faire. Et en fait, ça décrédibilise votre discours. Et donc, ça permet pas de prendre en charge. Donc, il y a vraiment souvent ce que je propose, surtout quand on ne sait pas dire non à mes clients, c'est justement d'avoir des stratégies alternatives qu'on peut rencontrer aussi dans la vie perso. C'est par exemple, je vais réfléchir, je vais regarder. Mon mari il dit, je vais voir avec ma direction. La direction, c'est moi. Ou alors, je vais, écoute, là, je peux pas te répondre pour le moment. Je sais pas si je peux t'aider, mais je vais regarder, je reviens vers toi. Et donc là, ça permet de pas être contraint de dire non parce que ça, souvent, on sait pas le faire. Et puis en plus en entreprise, c'est pas très bien vu de dire bah non comme ça. Donc ça va permettre à ce moment-là de poser les choses, de prendre du recul, de regarder par rapport au projet qui m'est demandé, à la tâche qui m'est demandée, c'est quoi ma charge de travail, tout en ayant identifié les limites avant, et de pouvoir proposer une alternative. Écoute, ça je peux le prendre, mais il y a ça que je pourrais pas faire. Qu'est-ce que t'en penses ? Et donc mais d'être clair là-dessus et de proposer des solutions, mais sans être dans ok, j'ai pas le choix, de toute façon je vais le faire, quoi. Ça marche bien, mais surtout ce qu'il faut pas faire, c'est dire je peux pas faire et le faire, parce qu'en fait en réalité à la fin c'est comme si votre parole vous n'êtes plus entendu. Et après ce qu'on observe, c'est que les personnes elles sont remplacées par deux personnes, et elles comprennent pas. Donc ça montre bien, en fonction d'une personne à l'autre, la capacité de travail va être différente, la charge de travail... et ça, tout humain est capable de le comprendre, donc les managers sont normalement capables de comprendre. Alors il y a des différences d'un manager à l'autre, mais vraiment, c'est vraiment à vous aussi de changer d'état d'esprit et de regard pour que les choses bougent aussi. Et d'ailleurs, justement, j'avais envie si des managers nous écoutent, est-ce que vous avez des suggestions pour justement bien accompagner un collaborateur qui pourrait être dans une situation comme ça ? Qu'est-ce que vous conseillez de dire ? Est-ce que vous avez des suggestions à faire ? Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre ? Comment vous auriez aimé être accompagné ? Pour ma part, donc ayant été manager et ayant eu des managers, ce que j'aurais aimé entendre, c'est quand je me suis mise à pleurer dans le bureau de ma patronne par rapport à la prise en charge de la communication interne France, là. Et je dis, mais ça va être trop dur. Mais ça va passer. Elle m'a dit, ça va passer. Dans le sens, ça va rentrer, quoi. On va réussir à le faire rentrer dans les cases. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'elle m'aide à prioriser, en fait. Juste prioriser. Non, t'inquiète, on regarde l'agenda ensemble, on refait la fiche de poste potentiellement. Regardons la fiche de poste ensemble. Ça, à qui tu peux potentiellement le déléguer ? Ou ça, finalement, est-ce que c'est essentiel à l'instant T où je te demande une nouvelle mission ou un nouveau projet ? Je ne sais pas. Mais vraiment, voilà, c'est de la prioriser et échanger sans qu'il y ait
de gêne ou de honte. Vraiment, franco, la solution, on la trouve ensemble, en fait. Et j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Alors moi, pour ma part, en ayant fait pas mal de développement personnel depuis, je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de choses que je pensais venir d'un environnement extérieur, de la charge qu'on me donnait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plutôt une charge que je voulais prendre. Et donc, pas mal de choses qui venaient de moi, de mon fonctionnement, de mes habitudes, de ce que j'avais vu de quelqu'un qui travaille. Et en fait, avec le recul aujourd'hui, je me dis que quel que soit ce que mon manager aurait dit, parce qu'en plus il était bienveillant, je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose. Par contre, ce que je pense utile aujourd'hui, c'est d'être accompagné en entreprise par des coachs ou par d'autres personnes, mais qui vont vous aider à comprendre vos propres mécanismes en fait. Parce que j'ai compris depuis que, mais j'en étais pas forcément consciente, vraiment consciente à l'époque, de l'incapacité à dire non, de fait de poser ses limites, le fait de... j'aimais bien aussi le côté working girl qui a plein de boulot, qui est sollicité, qui est débordé. Voilà, c'est... Et je pense que tout ça a vachement influencé mon comportement en entreprise et le fait que parfois je me poussais jusqu'à des limites de stress trop importantes. Et ce que j'aimerais, et du coup c'est ce que je fais aujourd'hui parce que c'est ce en quoi je crois et que j'aurais aimé, c'est vraiment d'aider les gens à mieux se connaître en entreprise, mais à mieux connaître leur mode de fonctionnement pour pouvoir l'adapter. En fait, je suis persuadée que ça vient... Alors, pas tout le temps, dans mon cas en tout cas, ça venait de l'intérieur. Et c'est en travaillant sur moi que je pouvais trouver des solutions. Je suis consciente que pour d'autres, c'est aussi des problématiques extérieures. Hein. Mais vraiment, je pense qu'il y a une part qui vient de soi et donc se faire accompagner à mieux se connaître et comprendre ses fonctionnements. Je pense que ça peut vachement aider les salariés à être plus performants, à être mieux au boulot et avoir des meilleures relations, enfin à être mieux, globalement mieux. Alors, je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire, Justine, parce que je suis tout à fait d'accord. Pour ma part, je pense aussi que c'est à l'intérieur de moi, puisque de toute façon, plein de monde m'avait alerté, etc. Et puis, je voyais rien du tout. Et du coup, c'est bien se connaître. Et j'ai eu la chance d'avoir un manager dans le passé qui était comme ça, et qui, quand il me voyait... donc, lui, il voyait mes signes extérieurs que moi, je voyais pas. Et c'est déjà arrivé qu'il me prenne à part et qu'il me dise « Bon, là, ça va pas, dis-moi ce qu'il y a ». Je m'effondre en pleurant et puis j'explique, voilà, cette présentation devant 100 personnes, ça m'a stressée, il a fallu que je passe des heures pour la préparer. Moi, je suis pas comme ça d'habitude à m'exposer et c'est plus dur pour moi. Bon, ok, maintenant, lève un peu le pied, ressource-toi et puis... mais je demanderai pas ça à tous mes managers parce que je trouve ça assez extraordinaire, quelqu'un qui arrive à lire en soi. Et donc, je n'oserais pas le demander à un manager parce que je ne pense pas que je serais capable de le faire avec tout le monde. On fonctionne tous différemment. Et par contre, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir un manager qui fait attention à ça aussi. Et encore la semaine dernière, il m'a dit « Oublie pas que toi, tu as 1 heure de route. Hein. Quand tu viens à Lille, après, il faut que tu rentres chez toi. Nous, on habite à 10 minutes. Hein. » Donc, ça peut aider, mais effectivement, il y a une grande part qui vient de soi. Quoi. En tout cas, ce qui est commun, c'est de l'écoute. De l'écoute, de la compréhension, de l'écoute, et puis essayer, accompagner la personne peut-être à prendre un peu de recul si c'est possible pour trouver des solutions s'il y a des solutions à trouver. Ouais. Juste rajouter une petite chose, l'importance, même si on a des enfants, même si on a un boulot prenant, de prendre du temps pour soi, même si c'est 10 minutes le soir, une petite méditation guidée, un automassage du visage ou se masser les pieds, enfin vraiment un temps rien qu'à soi. Je pense que c'est possible pour tous, même si on a des petits, même si on est des petits ou des grands. Je pense que c'est essentiel aussi. Faire de la sophrologie, de l'hypnose, enfin bref, il y a plein de choses et qui sont des petits pas, des petits guides pour aussi faire en sorte que le stress et la pression redescendent. Et si je peux rajouter quelque chose, du coup, c'est que moi, en fait, quand je suis sortie de là, j'avais un mental totalement
à terre. Ce qui m'a aidé réellement, donc c'est de la méditation, comme tu disais, mais aussi l'affirmation positive. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais totalement déséquilibrée au niveau des pensées. J'avais plus de pensées négatives que de pensées positives. Et du coup, j'avais totalement une perte de confiance en moi. Et en fait, ce qui m'a vraiment aidée, bon après, il y a eu aussi des ultimatums. À un moment donné, je me suis rendu compte que dans mon couple, ça allait plus, donc il fallait vraiment que je fasse quelque chose. Et ce qui m'a aidée vraiment, c'est de me dire, ok, je vais me mettre à la méditation tous les matins 5 minutes, et puis dans la méditation, je vais intégrer des pensées positives. Et en fait, ça a régulé, on va dire, mon mental. Et puis voilà. Oui, merci. Alors là-dessus, effectivement, vous avez toutes les deux parlé de méditation, de sophrologie, de marche. En fait, vraiment, ce qui fonctionne pour l'un ne va pas forcément fonctionner pour l'autre. Ça, c'est un élément vraiment important. C'est-à-dire que, par contre, ce qu'il faut, c'est essayer d'explorer. Explorer les différentes techniques qui sont proposées. Pour certains, moi, par exemple, ce qui fonctionne super bien, c'est le sport. Alors là, moi, méditation, j'en ai fait, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui fonctionne mieux sur moi que le fait de faire du sport. Et pour d'autres, la sophrologie, ça va être la clé. Pour d'autres, ça va être de revoir des personnes. Pour d'autres, ça va être, vraiment... Et du coup, observez-vous. Parce qu'en fait, une grande partie des réponses, vous les avez déjà, c'est en vous. Et après, si vous manquez d'outils, eh bien, tester, explorer. C'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup de contenu, beaucoup de conseils. Ça, c'est la solution, ça, c'est la solution. Et ce qui est compliqué, à mon sens aujourd'hui avec tout ça, parce que c'est la mode du développement personnel, c'est qu'on peut avoir l'impression d'être vraiment nul quand ça ne fonctionne pas sur nous. Pour certaines personnes, la méditation va être contre-productive, ça ne va pas fonctionner du tout, et c'est pas grave en fait. Il y a d'autres choses qui pourront fonctionner pour vous. Donc l'enjeu, l'idée, c'est plutôt d'explorer, de tester plein de choses, et à un moment donné, c'est un peu comme quand on cherche un sport, explorer, tester plein de choses, ça va permettre aussi de vous permettre de gagner en confiance, parce que vous êtes dans l'action, et ça c'est vraiment chouette, pour trouver des solutions. Mais si ça ne fonctionne pas un outil, testez-en un autre, et à un moment donné, vous allez trouver le vôtre. Mais il n'y a pas de recette ultime dans ces cas-là, il faut trouver la vôtre. Alors, je voudrais juste te dire, parce que moi, j'avais la culture en entreprise où, une fois par semaine, ils nous mettaient des petits speeches pour nous dire méditez, prenez soin de vous, etc. C'est aussi OK quand ça va pas. On a le droit aussi, comme je disais au début avec le livre, on est dans un chapitre qui est comme ça, et puis, voilà, pas se mettre de pression en plus. On va lire le chapitre et on verra bien la suite, mais voilà. On peut aussi attendre. Ouais. Oui, ça c'est évident. Je pense que c'est évident, mais non, en fait, c'est pas évident. On a l'impression aussi qu'on doit toujours aller bien, que sinon on a raté notre vie, on devrait toujours être dans le bonheur, etc. Et en réalité, la vie, c'est des hauts et des bas. Et en fait, la bonne nouvelle quand on traverse des bas, c'est que, à mon sens, après, on peut vraiment profiter des hauts. Enfin, on a vraiment conscience de ça. Donc, d'ailleurs, c'est une super transition. Merci. Parce qu'aujourd'hui, du coup, suite à ce que vous avez vécu, c'est quoi les bonnes nouvelles de tout ça ? Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Moi, aujourd'hui, je me sens très chanceuse parce que j'ai vu que j'étais très bien entourée. J'ai eu des contacts de personnes, je ne pensais même pas qu'elles penseraient à moi pendant cette période et qui ont eu vraiment des mots sympas et qui m'ont apporté beaucoup de soutien. Donc, je me sens très chanceuse de mon environnement. Je vois qu'il y a de la bienveillance aussi dans ma nouvelle équipe. Je me sens chanceuse. Ouais, t'as vu que t'étais pas seule et que tu pouvais traverser une période difficile et que t'étais aimée, entourée. Donc ça, c'est une belle... Et que du coup, c'est qu'une partie. Ce qui faisait ma vie avant, c'était que le travail. Et maintenant, ma vie, elle a plein de facettes. Oh, c'est chouette. Elle a mon entourage, elle a moi aussi. Elle a aussi mon travail qui compte quand même pour moi. Mais il y a beaucoup plus de facettes qu'avant. Génial. Oh, c'est trop mignon. Alors moi, du coup, ça m'a permis de faire du tri dans des relations. Et en fait, je me suis rendu compte que certaines relations étaient toxiques pour moi. Et donc, en fait, je ne savais pas m'affirmer dans certaines relations. Donc, ça m'a permis de dire non. Voilà. Et du coup, donc ça, c'est super. Et après, ça m'a permis aussi de me rendre compte que du coup, j'étais aussi très, très chanceuse
parce qu'en fait, je sais qu'un burn-out peut aller plus loin que ça et peut faire beaucoup plus de ravages. Alors, donc du coup, je pense que j'ai eu ce déclic de me dire non, il faut pas que j'aille là-dedans, il faut que je change de direction tout de suite, mais vraiment tout de suite. Et donc ça m'a permis de me rendre compte de tout ça. Pour ma part, je me dis qu'en fait, les pierres qui sont arrivées sur mon chemin, les difficultés qui ont été surmontées, font en sorte aujourd'hui que je sais ce que je suis, même si on ne sait pas évidemment à fond, mais je sais qui je suis, je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et même si c'est difficile, ces pages qui se tournent, ces chapitres à réécrire, il en ressort toujours du positif. Et aujourd'hui, c'est le cas. Donc, c'est chouette. De mon côté, je dirais la première chose que j'ai appris, c'est à m'écouter. À vraiment écouter mon corps, parce qu'avant, j'étais plutôt déconnectée. C'était mon mental royal. Et ça m'a appris, en fait, à écouter justement les signaux de mon corps, parce que c'est ça qui m'a fait comprendre que j'allais trop loin. Et donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus sensible, un peu comme ce que tu disais, Margot, tout à l'heure. Je suis beaucoup plus sensible justement à tous ces symptômes qui m'aident à... je ne suis pas en épuisement professionnel, mais je vis des épisodes de stress et qui m'aident justement à comprendre ces moments où je suis stressée, puis à réagir du coup et à trouver des solutions pour, à ce moment-là, répondre à ce stress. Et donc vraiment, je me suis beaucoup plus connectée à mon corps et ça me fait du bien, ça me rassure aussi parce que c'est vraiment un indicateur fiable, je trouve. Et aussi après à vraiment écouter mes envies parce que moi, ça m'a alertée sur le fait que j'avais plus envie de faire ce métier-là, que j'avais envie d'autre chose. Et pour le coup, moi, je sais pas de quoi j'aurais envie dans 10 ans. Et je sais que dans 10 ans, mes envies auront certainement beaucoup évolué et que ça n'aura peut-être rien à voir avec aujourd'hui, peut-être que ce sera dans la continuité, mais justement à bien être connectée avec ce qui m'apporte du plaisir et ce qui me fait envie et à me dire que tout ça, ça peut évoluer en fait. Parce que 10 ans auparavant, j'aimais beaucoup mon métier, je m'éclatais et 10 ans après, c'était plus ça. Donc je me dis, voilà, vraiment m'écouter d'un point de vue corporel, mais aussi m'écouter sur mes envies et ce qui me procure du plaisir au fil du temps. Alors, pas au jour le jour, sinon ce serait très changeant, mais sur la durée, en fait. Quand ça fait 1 an qu'on prend plus de plaisir ou 2 ans, là, c'est long. Ouais, et puis quelque part, j'imagine aussi que pour toi, aujourd'hui, le fait d'avoir fait une première transition professionnelle, alors là, je parle de toi, mais je parle de moi. En vrai, après, tu t'es beaucoup plus serein à l'idée de rechanger, en fait. Tu sais que tu peux changer. Enfin, tu sais que ça se fait. Et en fait, alors moi, pour le coup, là, quand j'ai fait mon épuisement, j'ai senti que j'avais besoin d'être au pied du mur pour changer plus facilement. Maintenant, je pense que la prochaine fois, s'il y a changement, j'attendrai plus d'être au pied du mur, justement, parce que je l'ai vécu une fois. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, je pense, moi personnellement, je regarde le changement avec enthousiasme. En fait, je pense comme toi que les choses vont évoluer professionnellement pour moi, que je sais pas encore exactement comment, mais je suis contente de ça. Je me dis, dans 10 ans, probablement que je ferai des choses peut-être complètement différentes, peut-être en proximité, mais avec des modalités différentes. Enfin voilà, et j'ai très envie justement que ça change, que ça évolue, et c'est la bonne nouvelle avec aussi la façon dont la société évolue. Il est peu probable qu'on fasse tous le même métier, voilà. Mais c'est vrai que ça, effectivement, c'est des moments, des tournants. Parfois, effectivement, un épuisement professionnel, c'est aussi le témoignage de là, je suis plus au bon endroit, je suis plus à la bonne place, ce que je fais, ça me convient plus. Et donc, ça peut faire peur parce qu'après, on se dit, mais c'est quoi la suite ? Et ça, le cerveau déteste l'incertitude. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a traversé ces moments d'incertitude, alors il aime jamais l'incertitude, mais globalement, on est plus confiance en notre capacité à changer, à évoluer. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi. On est plus confiant, plus armé pour affronter la suite, quoi. Est-ce que vous avez encore des choses à partager ? C'est un grand merci. Parce que voilà, on a passé un très bon moment. En tout cas, j'ai passé un super moment de pouvoir avoir
des histoires des unes et des autres, des étapes de vie. Et c'était chouette de pouvoir partager ça avec vous. Merci. Et merci du coup. Et ça fait du bien aussi de se dire que on n'est pas tout seul, parce que quand on est dans ces périodes-là, on est aussi un peu isolé finalement. Et donc c'est bien de rencontrer aussi des gens qui sont passés par là, quoi. Et du coup, on parlait de prendre des moments pour soi. Cette interview qu'on fait, c'est aussi, pour moi, c'était un moment pour moi. Le fait de venir, c'était pour moi. Donc merci. Et merci aussi, c'est un super moment d'échange. C'est bien de voir des histoires différentes et en même temps des histoires qui se recoupent aussi sur certains points. Et puis, le mot de la fin, je dirais écoutez-vous. Et on entend parfois tu t'écoutes trop. Et je trouve qu'on ne s'écoute jamais assez. Donc, si on apprend à s'écouter, c'est déjà un super pas en avant. S'écouter, effectivement, et c'est vrai que parfois ça peut valoir le coup quand on est un peu perdu de se faire accompagner. Alors ça fait un peu gros quand je le dis comme ça, mais c'est vrai que je le disais juste avant, je vais rebondir sur autre chose, mais je disais juste avant que j'avais décidé de prendre un accompagnement pour mon prochain challenge qui est de faire un marathon. Et je me sentais vraiment heureuse de l'avoir fait parce que je me sentais entre de bonnes mains, en fait, sécurisée, parce que je sais que je rentre dans un processus d'accompagnement qui va m'aider à atteindre mon objectif. Et donc, vous faire accompagner parfois par des professionnels ou aussi par votre entourage, ça peut être vraiment important dans le processus. Surtout, en fait, ce qui est compliqué dans ces périodes-là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a tendance à s'isoler parce qu'on ne veut pas embêter, parce qu'on ne veut pas déranger, parce qu'on a honte. Ouais, on culpabilise. Enfin, vraiment, du coup, on reste un peu enfermé avec son problème. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment, idéalement, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Enfin, il faut surtout essayer de se tourner vers les autres, vers ses proches, vers un ami ou vers un professionnel, parce que ça peut vraiment tout changer. Voilà. Et oui, merci à parfois, vous. on est vraiment face au mur. Du coup, face au mur, on ne voit pas grand-chose. Et en effet, une autre personne, quelle qu'elle soit, elle peut t'aider à voir sur les côtés et voir qu'il y a d'autres... ou à prendre un peu de recul pour voir un petit peu mieux. Ouais. Et même si vous avez peur, parce qu'en fait, souvent, quand on ne le fait pas, c'est parce qu'on a peur de voir ce qui va se passer, des réponses qu'on va avoir, des décisions qu'on va devoir prendre. En réalité, derrière, c'est vraiment la lumière. Donc, allez-y. Et merci à vous 4 pour vos témoignages. J'espère que ça aidera les personnes qui écouteront. À très vite. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'imagine que si vous m'écoutez là maintenant, c'est que cet épisode vous a plu. Alors je vous invite à le partager aux personnes que ça pourrait aider, qui peut-être traversent également le tumulte de l'épuisement professionnel. De le partager, de le liker, de le commenter. Ça m'encourage et ça me donne l'énergie de continuer. À très vite avec C'est en vous, révélez-vous!